Bonjour à tous, je suis Loïc Desmousseaux, le président de la FAS, la Fédération française des associations d'actionnaires salariés et anciens salariés, qui représente les 3,5 millions de salariés actionnaires dans les entreprises françaises de toute taille et de tout secteur, cotés ou non. Comme chaque année, la FAS récompense les entreprises ayant développé les meilleures pratiques et leur remet les grands prix FAS de l'actionnariat salarié. À cette occasion, nous organisons le colloque du Grand Prix FAS qui prend la forme cette année dans le contexte de la pandémie d'une table ronde dématérialisée sur le thème « L'actionnariat salarié, un atout pour la relance de l'économie ». Oui, l'actionnariat salarié peut jouer un rôle important dans la relance en procurant aux entreprises de toute taille des ressources significatives et pérennes, seules ou aux côtés d'autres investisseurs, publics ou privés. De nombreux salariés ou anciens salariés confinés ont augmenté leur épargne qui reste en attente d'opportunités d'investissement. Plus de 100 milliards d'euros d'épargne par les épargnants français ont été cumulés au cours de l'année 2020. Mobiliser cette épargne pour les salariés, pour augmenter les fonds propres, c'est renforcer la confiance des salariés dans leur entreprise et c'est les faire davantage bénéficier de la valeur qu'elles créent en les associant à leur capital. Pour cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir, et je les cite dans l'ordre des débats qui vont suivre, Xavier Fontanet, ancien président directeur général d'Essilor, professeur de stratégie à HEC, chroniqueur aux Échos et sur BFM Business. Je salue Dominique Gaillard, président de France Invest, Benoît de Ruffray, président directeur général d'Eiffage, société leader de l'actionnariat salarié en France, et président nouvellement élu de Fondacte. Jean-Noël Barrot, député des Yvelines et vice-président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Xavier Collot, directeur de l'épargne salariale et retraite d'Amundi. Laurent Legendre, qui est conseiller fédéral de la FAS en charge de la stratégie et qui préside le comité scientifique de l'indice boursier FAS-IAS, anime ces débats. Laurent, je te laisse la parole et bon débat à tous. Merci Loïc. Eh bien, nous allons commencer par l'intervention de Xavier Fontanet. Donc, Monsieur Fontanet, vous avez, après avoir eu un rôle très actif dans l'actionnariat salarié de la société Essilor, vous êtes maintenant chroniqueur aux Échos et professeur de stratégie à HEC. Vous avez maintenant une approche très macroéconomique de l'actionnariat salarié. Donc, comment voyez-vous la contribution de cette épargne à la relance de la crise économique post-Covid ? Bon, bah, écoutez, merci beaucoup de me donner la parole. Donc, je suis retraité donc depuis 7 ans. Je suis retraité. Bon, ça me permet de donner un peu de distance par rapport au sujet. Alors, je dirais d'abord que l'actionnariat salarié, c'est un domaine dans lequel la France a un leadership européen. Et je pense qu'elle a quelque chose à apporter à ses collègues. Et je crois que c'est très, très important dans la construction de l'Europe que nous ayons quelque chose d'original à amener. Nous avons, en gros, comme vous le disiez, 3,5 millions d'actionnaires salariés. Ça représenterait à peu près 40% du total européen, alors que la France, c'est 20% de l'Europe. Il y a à peu près 50 milliards de capitaux retenus. Donc, ce 50 milliards est à mettre en face des 100 milliards que les Français ont accumulés rien que cette année. Alors, comment se situe cet actionnariat salarié? C'est surtout les grosses entreprises, surtout 440 SBF 120, dans lequel la part de marché est quelque chose de tout à fait significatif. Et donc, de ce point de vue-là, il y a un côté exemplaire. Évidemment, Eiffage est sûrement au top de tout ça. Simplement, le problème qu'il y a, c'est que aussi, si c'est bien réussi dans les grandes entreprises, c'est une véritable catastrophe dans les PME, puisque l'ordre de grandeur de la capitalisation des actifs détenus dans les PME serait de l'ordre de 1,5 milliard. Donc, c'est extrêmement petit. Donc, en gros, la France a fait son boulot dans les grosses boîtes et il y a un élan. Par contre, tout reste à faire dans le domaine des PME où simplement, apparemment, 4% des employés ont accès au capital. Alors, il faut voir que le modèle en matière d'actionnariat salarié des PME, c'est les États-Unis, où aux États-Unis, il y a à peu près la même masse de capital dans les grands groupes et dans les PME. Donc, on parlera après des États-Unis, puisqu'ils ont une technique à nous donner si on veut promouvoir l'actionnariat salarié dans les PME. Alors, ça c'est le premier point. Deuxième point, ça c'est de l'expérience personnelle. Pendant les 25 ans d'Essilor, j'ai tout le temps été
appeler pour donner des conseils. Et si tous les gens disent qu'ils sont pour l'actionnariat salarié, en fait, c'est beaucoup moins vrai quand on commence à discuter fort. Parce que du côté des politiques, bon, bien sûr, ils disent qu'ils sont pour, mais quand on va fort avec eux, quelque part, ils ont peur avec l'argument suivant, c'est qu'on ne peut pas forcer les gens à mettre tous les œufs dans le même panier. Et donc, ils ont vu des catastrophes et ils disent, vous comprenez, votre système, c'est bien, mais les gens perdent à la fois leur job et toutes leurs économies, donc votre système, il n'est pas bon. Et au fond de moi, je ne suis pas sûr que j'ai envie de le pousser. Donc, il y a toute une réticence des politiques, en fait, à pousser. Quand on discute avec les familles, et je respecte tout à fait les familles, mais quand on discute avec les grandes familles, ils ont une mentalité qui consiste à dire, je considère que le risque inhérent à l'entreprise, c'est à la famille de le prendre. Et j'ai peur de surcharger les employés, à la fois des risques opérationnels et en même temps du risque de l'entreprise. Et donc, je considère que c'est notre devoir de prendre tout le risque. Alors, bien sûr, on donne des gros intéressements, mais si vous me demandez de mettre le personnel au capital, j'ai un peu moins peur. Alors, je ne citerai pas de nom, mais je peux vous dire que j'ai discuté avec des grandes familles très éminentes et à la limite, on peut les respecter, hein. En fait, l'actionnariat salarié n'est moins évident au niveau des familles. Et puis, troisièmement, le stock market, on pourrait croire qu'il est très pour. Alors, moi, je peux vous dire que je connais le truc. Non, pas du tout. J'ai connu des longues années dans lesquelles il fallait expliquer qu'une affaire cotée en bourse avec un fort actionnaire salarié, ce n'était pas contre l'intérêt de l'actionnaire indépendant. Parce que les actionnaires de bourse ont très peur que le personnel manipule le management pour défendre l'intérêt du travail contre le capital. Ça veut donc dire que même si en apparence tout le monde est gentil, tout le monde dit là, quand vous creusez un peu plus, il y a beaucoup plus d'opposition qu'on croit à l'actionnariat salarié. Alors ceci dit, les choses, si vous prenez une longue période, évoluent très favorablement. Je pense que c'est grâce au bon boulot que fait la farce. Je crois aussi que les entreprises qui ont fait l'actionnariat salarié ont fait du très bon boulot. Et l'évidence économique, c'est quand même que les entreprises qui ont des forts actionnariats salariés marchent mieux. Alors, je n'ai pas vu moi-même j'ai vu des études, bon, je ne suis pas rentré dans les détails, hein, mais il y a 2-3 études qui montrent que quand l'actionnariat salarié est significatif, les entreprises performent mieux que la moyenne. Et alors, je peux vous le dire qu'ayant vécu ça des Silor, c'est absolument évident, parce que quand les employés ont le sentiment d'être partie prenante de l'entreprise, ils sont beaucoup plus soucieux des coûts. Et moi, je me rappelle très bien, quand une année des Silor démarrait moins bien que prévu, il fallait tout de suite faire des coupes sombres au mois d'avril, et même des coupes très sombres. Je me rappelle, en un quart d'heure, avec M. Alfran, le DG des Silor, si on demandait des grosses sommes, en un quart d'heure, on les avait du monde entier parce que les gens traitaient l'entreprise exactement comme leur foyer. Donc, je comprends très, très bien. Alors maintenant, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Alors, j'ai beaucoup réfléchi. Il y a évidemment 2 choses à faire. Au niveau des grandes sociétés, donc moi, j'ai vécu une très longue période d'actionnariat salarié. Il y a eu la période, évidemment, favorable. Puis, il faut nommer les choses. Du temps de Hollande, ils ont fait des trucs complètement stupides avec le forfait social. Ça s'est quand même arrangé maintenant. Et ma grande bataille a toujours été de récompenser la fidélité. Et j'ai toujours dit donc aux gens de Bercy ou tous les gens que je rencontrais qu'il faudrait diviser par 2 la fiscalité pour des détentions au-delà de 20 ans. Alors, il se trouve que moi, je suis retraité. Je peux vous dire que quand vous avez gardé vos actions 40 ans, eh bien, vous payez quand même des fiscalités de plus de 50%. Donc, ils peuvent raconter tout ce que vous voulez, mais quand les fiscalités sont issues de stock option, la fiscalité aujourd'hui réelle, quand vous payez, c'est plus de 50%. Et je trouve que c'est vraiment pas bien quand on sait la durée de détention. Donc, moi, j'ai toujours poussé sur le stock market et auprès de toutes les autorités l'idée que la France devrait prendre des initiatives et diviser par 2 les taux de fiscalité pour les détentions très longues, par exemple plus de 20 ans. Et ce serait une très bonne idée pour l'image de la France d'avoir des fiscalités basses pour longues détentions. Vous avez toutes compris l'idée. Et je vais vous dire, quand on discute avec les gens, et j'ai pas mal discuté cet été avec des députés, cette idée est une idée qui est en train de passer. Donc, il suffit de pousser. Je pense qu'avec la durée, ça passera. Alors ça, c'est pour les grands groupes. Pour les PME, le système est pareil et j'ai lancé l'idée et je peux vous dire qu'elle a pas mal pris.
Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore dans les lois, mais ça trotte dans la tête. Alors, une famille, c'est très difficile de dire une famille, vous allez accepter l'actionnariat salarié parce qu'il y a un problème de timing. Hein, et c'est le gros problème de timing. Et alors, c'est là que le système américain est extrêmement intéressant, le système du 401k, dans lequel, dans un premier temps, on fait investir les employés dans un fonds diversifié qui peut être un fonds d'entreprise d'actionnaires salariés, et chaque année, ils vont investir comme si c'était leur entreprise. Et quand l'entreprise, quand la famille est prête à vendre, parce qu'il y a un passage de génération, ou quand la famille a besoin de lever du capital, parce qu'elle a une acquisition à faire, ou quand la famille décide de vendre un private equity, à ce moment-là, vous avez tout à fait toutes les liquidités sont là pour pouvoir prendre du capital. Et je pense que c'est ça la raison qui fait que ça marche bien aux États-Unis. Et Silor a un très gros chiffre d'affaires aux États-Unis. On a pratiqué le 401k là-bas. Et alors, ça règle beaucoup de sujets parce qu'on peut très bien dire on n'ira jamais à plus de 50% du capital dans l'entreprise. Et ça résout le problème de risque que je vous disais au départ, mettre tous les œufs dans le même panier. Alors, il faut savoir une chose importante, c'est qu'à mon avis, les plus gros promoteurs aujourd'hui de l'actionnariat salarié, c'est le private equity. Hein, et les private equity travaillent avec des familles qui vendent pour différentes raisons. Et donc, il faut vraiment mettre le private equity. C'est pour ça que je suis ravi que Dominique soit des nôtres. Il faut absolument installer le private equity dans toutes vos réflexions de l'actionnariat salarié à côté des grandes boîtes du CAC 40. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, évidemment, là aussi, hein, il faut promouvoir. Et alors, l'idée que j'ai lancée qui passe, c'est que quand une famille vend ses actions au personnel et que le personnel est prêt à garder le capital 10 ou 15 ans, à ce moment-là, j'ai suggéré aux députés que la fiscalité de la famille soit zéro. Alors ça, c'est une idée très importante et elle est en train de cheminer. Alors ce ne sera peut-être pas des fiscalités à zéro, ça peut être des fiscalités, mais des fiscalités plus basses. Je pense que la fiscalité, si vous voulez, c'est absolument capital dans toute l'histoire de l'actionnariat salarié. Enfin, c'est surtout les retraités qui parlent. Hein. Bon, pour terminer, je pense que c'est absolument essentiel de continuer à pousser. Je pense que les choses se passent assez bien. Il y a une tendance tout à fait positive. C'est le moment d'enfoncer le clou. Alors, je vais vous dire les grands raisonnements parce que je suis amené à faire pas mal de conférences. Bon, d'abord, c'est une évolution du capitalisme. Hein. C'est une évolution fondamentale du capitalisme et je crois que la France a un rôle à jouer parce que bon, c'est quand même De Gaulle qui a été le premier à lancer les participations et l'intéressement. Et donc, je pense que la nouvelle étape, ce serait dire que pousser l'actionnariat sérieusement, ce serait une vraie chose. Alors d'abord, ça règle le problème du partage de la valeur entre le capital et le travail. Vous savez que c'est l'histoire de tous les terribles où va le capital. Quand l'employé est actionnaire significatif de l'entreprise, à ce moment-là, les problèmes de répartition ne se posent plus. Donc tous ces débats débiles, ils tombent. La deuxième raison qui est très très importante, elle est personnelle, c'est que donc chez Essilor, les gens avaient du capital et c'était une partie importante de ce qu'ils avaient. Parce qu'il y a deux dimensions dans l'actionnariat salarié. Il y a la part que les salariés ont dans le capital, mais il y a une autre dimension très importante, c'est la part que représente pour eux l'action qu'ils ont mis dans l'entreprise. Et donc, chez Essilor, pour la moitié des gens, ça représentait plus de 50% de tout ce qu'ils avaient. Pour les dirigeants d'Essilor, les actions, ça représentait 90% de tout ce qu'ils avaient. Et donc, ça, c'est très important parce que le boss est responsable de l'argent de ses employés et de ses collaborateurs. Et ça change complètement la relation entre un boss et ses collaborateurs. C'est un des éléments les plus importants. Alors, évidemment, les collaborateurs sont associés aux choses. Et je pense que pousser toutes ces idées, ce sont des idées qui amélioreraient l'image de la France. Hein, notamment par rapport à l'Allemagne. On a un gros déficit par rapport à toute l'Europe du Nord. Et je pense que, bon, on le sait très bien, les raisons. Et je pense que ça, c'est un petit quelque chose à remettre sous le nez des Allemands, parce que les Allemands sont beaucoup dans la participation, mais il y a beaucoup moins de capital, en fait. Hein. Alors, la deuxième raison, première raison, donc, c'est l'image de la France et évolution du capitalisme. Bon, je vais être obligé de vous couper, Xavier, parce qu'il faut que l'on avance. Je vous laisse une dernière phrase. Non, mais... ça casse l'ISF. L'ISF va revenir, l'actionnariat salarié est plus intéressant que l'ISF. Donc, évidemment, c'est une façon de le dégommer. D'ailleurs, Piketty commence à parler. Et puis, troisièmement, évidemment, c'est la retraite.
ça règle le problème de retraite. Je peux vous parler qu'en tant qu'essileur, ce qu'on touche en tant qu'actionnaire salarié, c'est beaucoup plus que les retraites légales. Donc, on met 5% de son salaire, abondé, 45 ans de travail, vous doublez la retraite. Donc, je pense qu'il y a énormément de raisons pour lesquelles l'actionnaire salarié, et on a intérêt à monter d'un cran, parce que la solution des problèmes de retraite, elle est dans l'actionnariat salarié, aussi bien des employés privés que du public. Voilà. Je pense que vous prêchez des convaincus. Merci pour votre intervention, Xavier. Monsieur Gaillard, vous êtes président de France Invest et via France Invest, vous avez une bonne connaissance de l'actionnariat salarié dans mon côté. Donc, Xavier vient de dire qu'il était trop faible. Les montants, vous allez pouvoir nous les donner avec vos propres statistiques. Peut-on, avec de tels montants, tout de même contribuer à la relance de ces entreprises, qui sont les entreprises peut-être les plus touchées par la crise? Merci Laurent. Pas tout à fait. Elles ne sont pas beaucoup plus touchées par la crise que le reste de l'écosystème français industriel et de services. Mais pour revenir sur les fondamentaux, d'abord, merci à Xavier d'avoir dit que le private equity, c'était un des moyens d'augmenter l'actionnariat salarié. Et c'est vrai, puisque l'actionnariat salarié, depuis 30 ans que le private equity existe en France, hein, c'est vraiment un élément constitutif de la façon dont nous structurons nos opérations, que ce soit dans le financement des startups, donc des jeunes entreprises, que ce soit dans les opérations de capital développement et que ce soit bien sûr les opérations de capital transmission et de LBO. Hein. Les salariés sont toujours impliqués. Et alors certainement, ils le sont de plus en plus, puisque moi, je vais jouer au vieux con, mais il y a une trentaine d'années, quand j'ai démarré ce métier, souvent quand les actionnaires financiers faisaient une opération de capital transmission, ils impliquaient au capital 2 ou 3 top managers. Et puis progressivement, avec les années qui sont passées, de 2 ou 3 top managers, et c'est vrai pour les startups comme pour les grosses entreprises hein, dans lesquelles nous investissons, on est passé au rang N-1, puis N-2, puis N-3. On a créé des FCPE, des fonds communs de placement d'entreprise, sur lesquels beaucoup d'actionnaires, beaucoup de salariés devenaient actionnaires. On a créé des ManCo, des management companies, qui permettaient de regrouper un grand nombre de salariés devenant actionnaires à travers cette ManCo dans le capital des entreprises. Et aujourd'hui, il y a quand même un très grand nombre de salariés qui deviennent actionnaires de ces entreprises. Alors, pour vous citer quelques chiffres, hein, bon, ce n'est pas des chiffres qui sont inscrits absolument dans le marbre, mais grosso modo, il y a un actionnaire financier en France dans à peu près 7000 entreprises françaises, de la start-up jusqu'à l'ETI. Sur ces 7000 entreprises, l'estimation que nous avons, c'est qu'environ 15% des salariés sont actionnaires et 15% des salariés, c'est 15% de 2,8 millions employés en France. Donc, c'est une part de l'écosystème de travail français très important. Notre estimation, c'est que sur ces 2,8 millions d'employés, 15%, ça représente donc 420 000 salariés. C'est énorme, hein, 420 000 salariés, 430 000, par rapport aux 3,5 millions de salariés actionnaires dont parlait Xavier, c'est 15%. Hein. Et ces salariés actionnaires, en moyenne, ils investissent environ 2 mois de salaire. Et même si on considère un salaire au SMIC à 1 554 €, ça fait à peu près 1,3 milliard qui est investi par ces 430 000 salariés actionnaires. 1,3 milliard. Si je continue, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais si je continue un petit peu de calcul, en moyenne, une opération qui se passe bien chez nous, c'est une opération dans laquelle ces salariés peuvent faire 3 fois la mise. Donc, grosso modo, c'est une création de valeur à la sortie, au bout de 5, 6, 7 ans, eh bien, ce 1,3 milliard devient 4 milliards. Donc, vous voyez, c'est vraiment considérable par rapport aux chiffres que citait Xavier. Hein. J'ai entendu le chiffre qu'il disait tout à l'heure, c'est 1,5 milliard d'actionnaires salariés dans les PME. Eh bien, rien qu'avec les 7000 sociétés détenues par des fonds de private equity, alors ça va de la start-up jusqu'à l'ETI, donc c'est un peu plus large, eh bien, c'est déjà 1,3 milliard. Hein, vous voyez, donc c'est quand même des montants qui sont considérables et qui sont vraiment inhérents à la façon dont nous construisons nos opérations d'investissement. Alors, on a fait une étape de plus et en particulier grâce à l'aide de Jean-Noël Barrot, dont je le remercie encore une fois ici, dans la loi Pacte, nous avons poussé beaucoup pour un mécanisme de partage de la valeur, auquel faisait référence Xavier tout à l'heure, qui ne nécessitait pas cette fois-ci que le salarié devienne actionnaire. Parce que le problème du salarié qui devient actionnaire, il faut lui expliquer dans une version de LBO avec de la dette, donc elle c'est leverage, hein, il faut lui expliquer quand même le risque qu'ils prennent. Hein. Et donc il y a une certaine catégorie de salariés qui n'est pas familier avec ces mécanismes, qui ne sait pas forcément le risque total qu'il prend.
Et donc, nous avons décidé que pour cette catégorie de salariés, en plus des management packages, des MANCO et des FCPE auxquels je faisais référence préalablement, eh bien, de la standardiste au magasinier, si l'actionnaire, en particulier financier, quand il s'engageait dans une opération, s'engageait contractuellement au début de cette opération à partager une partie de sa plus-value à la sortie, donc 5 ans plus tard, avec tous les salariés français. Il s'y engageait contractuellement, c'était signé, et il définissait les termes de ce contrat du pourcentage de la plus-value qu'il concéderait à tous les salariés. Et ça passe par un système d'intéressement spécifique. Il faut que la société ait un PE, un plan d'épargne d'entreprise, hein, mais c'est très facile à créer, surtout depuis la loi Pacte. Et à la sortie, s'il y a plus-value, le pourcentage de plus-value dévolu contractuellement bascule en abondement via la société dans le PE. Et donc, le salarié qui en bénéficie, l'argent est bloqué 5 ans comme tous les mécanismes d'intéressement classiques, hein, mais la fiscalité associée à ce partage de la valeur, eh bien, c'est juste la CSG-CRDS, donc c'est 17,5%. Voilà. Et c'est beaucoup plus efficace que ce que avaient fait certains membres de France Invest qui disaient « Nous, on a envie de participer, de donner une partie de la plus-value à nos salariés dans les entreprises dans lesquelles on est, mais on le faisait sous forme de prime de 13e mois ou de 14e mois. Donc, vous aviez l'impôt sur les revenus, les charges sociales, les charges patronales. Donc, pour un cadeau de 100, il restait pas plus de 40 dans la poche du salarié. Ici, le mécanisme, grâce à la loi Pacte, est un mécanisme infiniment plus efficace fiscalement. Et les premières opérations qui utilisent ce mécanisme sont en train de se mettre en place. Et moi, je fais beaucoup de prosélytisme pour que toute nouvelle opération qui se fasse depuis utilise ce mécanisme. Voilà. Et puis, sur ce que citait Xavier aussi tout à l'heure, il disait les politiques, finalement, ils sont un peu inquiets, ils ne poussent pas parce qu'ils ne veulent pas avoir le risque que les salariés ils perdent à la fois leur boulot et leurs économies dans les sociétés qui ne se déroulent pas comme prévu. C'est quelque chose qu'on a pris en compte quand même, parce que dans les opérations de LBO, vous savez, une opération de LBO, il y a la société opérationnelle, et puis pour faire le LBO, on crée une holding au-dessus, et c'est la holding qui porte la dette. Eh bien, ce qu'on a décidé, c'est que, enfin, c'est ce que nous préconisons, c'est que les actionnaires financiers sont dans la holding, donc bénéficient de l'effet de levier lié à la dette, mais par contre, les FCPE, qui regroupent les salariés, eux, interviennent au niveau de la société opérationnelle, si bien qu'ils n'ont pas l'effet de levier bénéfique quand les opérations se passent bien, mais par contre, ils n'ont pas le risque de la perte massive en capital du fait de la dette qui est dans la holding. Donc, c'est plus sécurisé que si vous êtes actionnaire plein pot au niveau de la société de la holding de contrôle. Donc, c'est ce que nous préconisons à nos membres. Et puis, peut-être pour finir, je voulais vous citer quelques exemples qui montrent quand même que il faut de la communication. Les salariés peuvent être a priori, surtout vis-à-vis des méchants actionnaires financiers, vous savez que c'est quelque chose avec lequel on vit depuis 40 ans. Il faut vraiment communiquer avec eux, leur expliquer comment ces mécanismes fonctionnent, les risques, les avantages, la dynamisme que ça génère. Et donc, quand nous faisons une opération dans laquelle nous voulons impliquer des salariés dans l'actionnariat, eh bien, systématiquement, nous passons beaucoup de temps avec les représentants du personnel, voire même dans des associations, enfin des réunions plénières avec tous les salariés, quand les sociétés patronales, pour leur montrer comment ça marche, quels sont les bénéfices, quel est le business plan sur lequel le management s'est engagé et qu'est-ce qu'ils peuvent espérer en tirer au débouclage de l'opération. Et j'ai un exemple qui m'avait beaucoup frappé avec ma casquette Ardian, dans laquelle j'ai travaillé pendant 25 ans. Nous avions acheté une société qui s'appelait Souriau, qui était à Champagné, qui avait une usine à Champagné. Et donc, on avait passé un peu de temps à discuter avec les comités d'entreprise et les représentants du personnel de Champagné. Et il y avait une déléguée CGT, qui devait avoir 55 ans, on m'avait prévenu, on m'avait dit, tu vas voir, elle va te manger tout creux, elle est absolument horrible, etc. Et effectivement, elle était assez agressive pendant tout l'après-midi, pendant qu'on lui expliquait le système. Mais à la fin, nous avons appris qu'elle était celle qui avait mis le plus gros ticket possible pour sa catégorie de personnel, de tout le personnel équivalent. Donc, vous voyez, la communication, ça aide pour que les gens qui pouvaient avoir des a priori négatifs sur les risques associés et du grand capitalisme, eh bien, une fois qu'on leur explique comment ça marche, les risques, mais les avantages, eh bien, c'est des gens qu'on peut entraîner avec nous. Et le deuxième exemple que je voulais vous donner, c'était Keolis. Keolis, c'était une filiale de la SNCF, hein, vous savez, qui fait du transport par bus en particulier. Nous sommes rentrés à son capital avec un fonds de pension aussi canadien. Et nous voulions impliquer je crois qu'il y avait 250-300 managers qui sont devenus actionnaires. Et on a passé beaucoup de temps avec la SNCF pour faire accepter la SNCF, entité publique,
que des managers de leur filiale pouvaient jouer ce rôle capitalistique, alors que à SNCF, c'est quand même pas quelque chose qui est très, très courant. In fine, ça s'est fait. SNCF a montré pas mal d'ouverture d'esprit pour l'accepter. Et ça a permis de faire une très belle opération sur Keolis pendant les 5-6 ans pendant lesquels on est resté au capital. Mais vous voyez que c'est absolument indispensable que la communication soit un préalable à la mise en place de ces mécanismes d'actionnariat salarié si on veut entraîner tout le monde avec nous. Et puis le dernier... Ah, vous aviez un dernier exemple? Oui. Très court, s'il vous plaît. Non, je n'ai pas de dernier exemple, hein, mais je voulais juste... Xavier a fait référence au mécanisme où une société familiale, enfin un actionnaire familial pourrait vendre des titres de salariés avec un avantage fiscal. On a fait avec lui, d'ailleurs, on a poussé cette année-ci dans le PLF, et sans succès, donc j'espère que M. Jean-Noël Barrot nous aidera l'année prochaine à avoir plus de succès, à ce qu'un actionnaire familial qui veut donner, je ne dis pas vendre, mais donner jusqu'à 15% de son capital à ses salariés puisse le faire sans droit de mutation qui, vous savez, sont à 60%. Bon, c'est un certain coût pour l'État et on n'a pas eu de chance cette année et on n'a pas réussi à faire passer ça dans le PLF 2021, mais nous remettrons le couvert en PLF 2022 parce que je pense que ça fait partie aussi de ces grandes discussions sur le partage de la valeur entre actionnaires et salariés. Voilà, je m'arrête là et je suis désolé si j'ai été un peu long. Merci, Monsieur Gaillard. Non, mais c'est passionnant et on a tous le même défaut de se laisser entraîner quand on parle de sujets qui nous passionnent. Monsieur de Ruffray, vous êtes président de Fondact et Fondact mène un travail de prosélytisme aux côtés de la FAS en faveur de l'actionnariat salarié. Cet actionnariat salarié a une part dans les fonds propres des entreprises qui est souvent décrite comme insuffisante pour protéger ces entreprises. Pour les plus petites d'entre elles qui se sont ruées vers le PGE pendant la crise, comment voyez-vous l'issue pour en sortir par le haut? Bonsoir à tous. Oui, ce que j'aimerais d'abord partager avec vous, c'est qu'on parle souvent de l'actionnariat salarié dans sa dimension financière, finalement comme un outil d'investissement. C'est clairement une composante légitime, mais je crois qu'il faut sensibiliser encore plus les entreprises sur la dimension managériale de l'actionnariat salarié. C'est un puissant levier de cohésion, de motivation et puis bien sûr, in fine, du partage de la valeur qu'il constitue et M. Fontanet l'exprimait bien tout à l'heure. Moi, ce que j'aime rappeler, c'est que finalement, l'actionnariat salarié, je trouve que c'est un excellent moyen de remettre à toutes les parties prenantes que le capital humain, il est au cœur de la valorisation des entreprises. Alors, la pandémie qu'on subit actuellement, elle nous a tous et elle nous impacte très fortement, quelles que soient nos tailles. Et je reste convaincu que le lien social et que la cohésion vont être des moteurs fondamentaux de la relance. Et c'est dans ce sens-là que je pense qu'il faut s'y préparer. On a tous constaté un État très réactif pour soutenir les entreprises durant la crise, en leur proposant différents mécanismes de solidarité, au premier rang desquels, bien sûr, les soutiens de trésorerie et les prêts garantis par l'État. En parallèle, on peut se souvenir que l'État, avant la pandémie, avait finalement affirmé haut et fort un objectif que je pense tous autour de la table, on lui suggérait, à savoir qu'il verrait de manière très intéressante que l'ensemble des entreprises puissent aller jusqu'à 10% du capital détenu par les salariés. On se souvient qu'en 67, le général de Gaulle, avec la participation, finalement, il a souhaité un nouveau capitalisme plus social, responsabiliser les salariés, donc comme partenaires à part entière finalement, de la création de valeur qui était associée à la gestion et in fine au partage des bénéfices. On le voit aujourd'hui, plus de 50 ans plus tard, que ce dispositif, d'abord il montre toute sa puissance, sa pertinence, parce que finalement, même en période de chute des marchés, il a toujours été plébiscité puisque les encours se maintiennent. Alors aujourd'hui, on est tous amenés à réfléchir sur la sortie progressive des dispositifs de soutien aux entreprises, puisque tôt ou tard, certes, il faudra bien imaginer de sortir un certain nombre de ces tuteurs. Et il me paraît fondamental
de pousser des dispositifs qui permettraient d'inciter la mise en place de l'assurance salarié dans toutes les entreprises. On en est convaincu chez Fondac, la cohésion de l'entreprise n'en serait que plus forte, puisque finalement, d'une participation qui historiquement partage les fruits, ben on irait vers un cran beaucoup plus fort, puisqu'on irait jusqu'à partager de la propriété. Il y a un autre élément très important, c'est que ces dispositifs de soutien mis en place par l'État, ils ont irrigué l'ensemble du tissu, donc les PME, les ETI, mais aussi les grands groupes. Donc c'est la première fois qu'il faut imaginer des dispositifs de soutien et de sortie progressifs qui touchent tout le monde. Et je pense que l'actionnariat peut tout à fait sortir de cette perception d'un avantage financier, puisqu'on peut le transformer en aventure collective, qui touchera bien sûr l'ensemble des salariés. Je pense qu'un accompagnement et une transformation potentielle de certains PGE ou autres dispositions qui seraient combinées avec une obligation et un accompagnement d'encourager l'assurance salarié pourrait finalement être utilisé comme un moteur très important par l'État pour aligner finalement deux objectifs, ce seuil de 10% du capital détenu par les salariés et aussi cette sortie des dispositifs de soutien avec un accompagnement de la relance en mettant le capital humain et la cohésion de l'entreprise au cœur de sa valorisation et au cœur de son aventure pour sortir de tout ça. Permettez-moi d'ailleurs de saluer l'initiative gouvernementale de confier une mission à Jean-Noël Barrot sur l'accompagnement de sortie de crise et du rebond économique. Donc on a un très beau porte-parole tout près de nous. Et en tout cas, nous, chez Fondac, on est bien sûr prêts à apporter tout notre concours à cette mission. Je conclurai rapidement par quelque chose qui me touche très à cœur chez FH, que j'ai l'honneur de diriger. On a une très longue tradition de l'assurance salariée, puisqu'il est né du rachat de l'entreprise par les salariés il y a 30 ans, que nous faisions, c'était en 1990. Et nous avons fêté cette année les 30 ans de l'assurance salariée des FH. Alors bien sûr, vous imaginez qu'on avait imaginé de le fêter avec beaucoup de rassemblements, beaucoup de tout ça. Tout est bien sûr a été impensable. Et il nous a fallu, en plein confinement, mobiliser l'ensemble de nos ambassadeurs qu'on appelle messagers CFH pour toucher toute l'entreprise, tous nos compagnons, afin, dans une opération éclair, de faire une souscription. Et je leur disais à tous, c'est le moment qu'on va voir la cohésion de l'entreprise, parce que pour que ça marche, il faut que tout le monde appelle tout le monde, explique, maintienne, à distance, sans poste, sans rien, aide des compagnons à passer sur un mode par Internet pour souscrire et autres. Et ils m'ont fait le plus beau cadeau que je pouvais espérer en tant que leur patron, puisqu'on a juste battu les taux de souscripteurs avec plus de 75% à travers l'ensemble des pays où c'est déployé, qui ont participé à cette augmentation de capital réservée aux salariés. Ça nous permet ensemble d'avoir comme premier actionnaire et actionnaire de référence, entre vous et moi, celui que je préfère, qui est l'ensemble de mes collaborateurs. Voilà, en tout cas, c'est une très belle aventure et je suis convaincu que c'est un moteur fondamental de la relance après la pandémie. Merci à tous. Merci pour ce discours passionnant et passionné. Et je vais passer maintenant, puisque vous l'avez cité, la parole à Jean-Noël Barrot, qui est vice-président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Jean-Noël, vous m'avez envoyé il y a peu un SMS un samedi soir qui indiquait que le forfait social allait être suspendu pendant 2 ans. Comment le législateur peut structurer une stratégie qui donne encore plus à l'actionnariat salarié un impact fort dans la relance de l'économie? Et là, peut-être que votre mission pourra être le moyen de mettre en œuvre les idées que vous pouvez avoir.
Merci beaucoup, Laurent, et merci pour l'organisation de cette table ronde passionnante. Je suis très heureux d'avoir entendu tous ceux qui se sont exprimés avant moi. Euh, Je pense qu'il y a quelque chose d'absolument fondamental sur ce sujet, même si j'ai besoin de convaincre personne, mais au moins pour trois raisons. La première, c'est une raison que Xavier Fontanet a évoquée, qui est la question du soutien du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, quand on est dans un monde avec des taux très bas euh, et qu'on s'interroge sur la répartition de la valeur, on s'aperçoit quand même qu'il y a une partie de la valeur qui se retrouve logée dans les prix des actifs. Et il est un peu incompréhensible qu'on ne permette pas, en quelque sorte, ou qu'on ne facilite pas l'accès aux salariés à une partie de cette valeur qui se retrouve dans les prix des actifs. Et donc, il y a vraiment quelque chose de très important qui est lié à toute la question qu'on a posée pendant l'examen de la loi Pacte, qui est la préparation de la retraite et de la retraite supplémentaire. Et donc, je crois qu'il y a là une première raison importante de s'intéresser à l'actionnariat salarié. La deuxième raison, c'est la soutenabilité du capitalisme. Et là, les uns et les autres, vous l'avez évoqué, le capitalisme est sous tension et critiqué. On a eu au printemps des débats sur le nouveau monde, sur le monde d'après. Je crois qu'il y a une attente assez forte de ce que les salariés et plus généralement toutes les parties prenantes, les stakeholders de l'entreprise puissent être associés de manière plus étroite. Alors pour ça, il y a deux manières de faire. Il y a évidemment l'une des manières qui est ce qui a été initié avec Pacte, qui est la raison d'être, etc. Mais il y en a une autre qui est toute simple, c'est de donner du pouvoir à ces parties prenantes. Et donner du pouvoir, c'est donner des droits de vote et des actions. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai une tendance à préférer parmi les trois outils que les gens confondent souvent de la participation, de l'intéressement et de l'actionnariat salarié, l'actionnariat salarié. Parce que l'actionnariat salarié, c'est le partage de la valeur, mais c'est aussi le pouvoir et la capacité de décider, de co-décider. Et je crois que c'est absolument fondamental si nous voulons réconcilier les Français, mais plus généralement les peuples avec l'économie de marché, le capitalisme et la mondialisation. Et enfin, il y a aussi une dimension qui est importante, qui est une dimension de souveraineté économique. Il faut quand même se rappeler qu'en France, nous avons une part beaucoup plus importante des capitaux ou des fonds propres de nos entreprises qui sont détenus par des actionnaires étrangers que ce n'est le cas dans d'autres pays comme les États-Unis par exemple. Et sans vouloir faire du protectionnisme, à l'heure où nous avons ces échanges, on peut quand même là aussi s'interroger sur l'importance d'avoir au capital de nos entreprises bien des actionnaires français et des actionnaires qui sont directement impliqués par les conséquences directes qu'auront l'action de l'entreprise pour leur cadre de vie. Alors évidemment, nos grandes entreprises sont diversifiées autour du monde, mais elles ont une empreinte forte sur le territoire national et il convient donc que leur actionnariat il corresponde. Je ne dis pas qu'elle doit être à 100%, mais donc il y a aussi un enjeu de souveraineté économique qui me paraît important. Est-ce qu'il est opportun aujourd'hui d'ouvrir les vannes de l'actionnariat salarié? Eh bien oui, absolument. Pour d'abord renforcer les fonds propres d'entreprises qui vont en avoir besoin alors qu'elles sont devant des exigences de transformation, c'est-à-dire d'investissement très lourds. Et l'investissement, l'innovation, la transformation, ça ne se finance pas sans des fonds propres solides. Ensuite, parce que, je crois que c'est Xavier Fontanet qui le disait, nous avons 100 milliards d'euros qui sont accumulés dans des comptes courants quasiment. Et cette épargne mérite de venir soutenir les fonds propres, mais elle mérite aussi d'être activée. Et donc, l'actionnariat salarié peut être un des véhicules de cette activation. Et puis enfin, du point de vue purement financier, on peut aussi être optimiste et penser que l'économie va se redresser et supposer que les prix des actifs vont remonter ou vont, dans certains secteurs en tout cas, repartir à la hausse et qu'il est donc opportun d'investir maintenant quand on est actionnaire ou quand on est salarié. Alors, comment parvenir à cet objectif ? Les uns et les autres, vous avez signalé certaines évolutions législatives qui, à mon sens, étaient bienvenues et importantes. Dominique Gaillard citait ce qui a été fait dans le cadre de la loi Pacte pour le private equity. Il y a aussi eu quelque chose qui a été fait pour la décote. Plus récemment, et c'est Laurent Legendre qui le signalait, pendant 2 ans, le forfait social a été baissé pour l'actionnariat salarié. Tout cela est très bien et je crois qu'il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin et saisir toutes les occasions de le faire.
Il y a évidemment des mesures fiscales. Xavier Fontanet, Dominique Gaillard évoquaient la capacité qu'on pourrait avoir de faciliter les transmissions. Je pense à la proposition de Dominique Gaillard de faire des dons d'actions aux salariés qui seraient exonérés, et qu'il faut évidemment que l'on puisse examiner tant on s'aperçoit, quand on regarde ce qui s'est passé depuis la mise en place des outils de pacte, que les chefs d'entreprise sont très allants et en quelque sorte très désireux de partager peut-être une partie de la richesse qui est concentrée dans leur patrimoine avec les équipes qui ont participé à la création de cette valeur. Il y a aussi sans doute un certain nombre de facilités techniques, peut-être de détails, de réglages à faire, et on évoquait avec Laurent Legendre l'autre jour la possibilité de placer des fonds d'actionnariat salarié dans les nouveaux PERCO. Donc là, ce n'est pas une mesure ni fiscale ni budgétaire, mais c'est une mesure de réglage technique, d'ajustement des tuyaux qui permettrait de faciliter les choses et d'aller plus vite. Et puis, on peut aussi essayer d'être un petit peu audacieux. Et puisqu'on n'est pas dans l'hémicycle, je vais me permettre d'avoir une parole un peu plus libérée. Et quand j'ai eu une discussion sur le sujet avec Benoît Druffret, qui m'a raconté des histoires extraordinaires sur l'impact managérial de l'actionnariat salarié, sur l'impact que l'actionnariat salarié avait eu aussi sur la trajectoire individuelle de certains des salariés, et la place que ça jouait chaque année dans la vie collective de l'entreprise. On se demandait si, au moment où il faudra peut-être ajuster ou revenir sur certains dispositifs de soutien, au moment où peut-être il faudra consentir des remises de dettes ou des abandons de créances de la part de l'État ou des administrations, peut-être faudrait-il que nous puissions réfléchir à ce qu'une partie de ces abandons puisse avoir pour contrepartie un renforcement de l'actionnariat salarié. Le montage n'est pas totalement évident à mettre en place, mais il y a peut-être un levier ici à imaginer. Puis je vais aller encore peut-être un petit peu plus loin sur la provocation. Je pense que l'actionnariat salarié pâtit un petit peu, je dirais, de la comparaison en quelque sorte avec la participation et l'intéressement, à nouveau, parce que les dispositifs sont trop souvent confondus. Et je pense que, ou en tout cas pour moi, si vous voulez, et ce n'est pas ma culture d'imposer des contraintes aux entreprises, et d'ailleurs Bruno Le Maire a rappelé encore récemment qu'il était ouvert à ce qu'on puisse aller plus loin sur le partage de la valeur sans imposer de contraintes aux entreprises en sortie de crise, et je le rejoins évidemment, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qu'on a parmi ce qu'on a réussi de mieux, je dirais, parmi les choses qu'on a réussi de mieux en matière de droit des entreprises dans les dernières années pour créer un électrochoc, et c'est la loi Copé-Zimmermann. Le pari qu'ont fait Copé-Zimmermann, c'est de dire, eh bien, si vous n'atteignez pas la bonne proportion homme-femme dans vos conseils d'administration, toute nomination que vous serez amené à faire à l'avenir sera nulle et non avenue. Et comme nous nous plaçons, s'agissant de l'actionnariat salarié, dans une perspective justement de participation à la décision et de partage du pouvoir dans l'entreprise, je crois que nous pourrions aussi essayer d'imaginer un Copé-Zimmermann qui s'appliquerait à l'actionnariat salarié, alors peut-être de manière moins contraignante. J'avais proposé un amendement, grâce d'ailleurs à l'aide de la FAS pour sa rédaction, qui était sans doute très provocateur dans sa rédaction, qui disait si vous n'atteignez pas 5% d'actionnariat salarié pour les grandes entreprises cotées à l'horizon 2025 et 10% à l'horizon 2030, cela veut dire que vous n'avez pas la bonne composition d'actionnariat, et donc vous ne pouvez plus aller chercher de nouveaux actionnaires, autrement dit, vous ne pouvez plus émettre de capital. Alors ça, évidemment, on ne va pas se l'imposer, et surtout pas en sortie de crise. Mais peut-être qu'il faudrait réfléchir à quelque chose qui soit un petit peu plus modéré, et qui consisterait à dire que si vous n'atteignez pas certains niveaux, en tout cas si vous ne faites pas l'effort d'intégrer l'actionnariat salarié dans vos pratiques managériales, eh bien, on fera une place dans votre conseil d'administration pour un administrateur qui représentera les actionnaires salariés, un administrateur salarié qui représentera les actionnaires salariés. Voilà, je prends des libertés en déposant ici une idée que je n'ai pas instruite, mais il me semble que sur ce dossier, il faut que nous puissions pousser nos arguments, et nous en avons de nombreux, vous en avez fait la démonstration, mais il faudra un moment aussi qu'on arrive à faire un électrochoc, parce qu'il faut que des belles histoires comme celles que vous avez racontées, Essilor, Eiffage et d'autres, que les Français puissent en avoir pleinement conscience. Je vous remercie.
Merci Jean-Noël pour cette présentation très intéressante et ces propositions qui sont quasiment révolutionnaires. Euh, nous allons terminer cette table ronde par l'intervention de Xavier Collot, qui est directeur de l'épargne salariale chez Amundi. Cher Xavier, Amundi est le leader de la gestion des fonds d'actionnariat salarié au sein des produits d'épargne salariale, si j'en crois les dernières statistiques de l'AFG. Mais sommes-nous à un niveau optimal pour que l'actionnariat salarié contribue à la relance, ou y a-t-il encore des champs de l'épargne salariale où celui-ci pourrait être développé? Bonsoir à tous, merci, merci Laurent. Alors, on parle beaucoup de post-Covid et je suis ravi que Jean-Noël Barrot ait ce bâton de maréchal pour construire effectivement des outils post-Covid, puisqu'on en aura vraiment besoin. Mais je voudrais quand même rassurer l'ensemble, et je crois que vous le savez, l'année 2020 a été une année exceptionnelle dans le domaine de l'actionnariat salarié. Donc, il faut le dire et le redire, ça veut dire que même en période de crise, les salariés ont massivement souscrit dans les titres de leur entreprise, alors encouragés bien entendu par un certain nombre d'émetteurs qui ont l'habitude de faire ce type d'opération, encouragés par les mesures qui ont été prises dans le cadre de la loi Pacte, et des mesures extrêmement favorables à l'actionnariat salarié, mais on a, malgré cette crise qui a été violente, chute des marchés extrêmement forte entre fin mars et début avril, on a constaté que les entreprises avaient maintenu leur opération d'actionnariat salarié à destination des salariés. Pardon ? Je peux te rappeler parce que je suis en réunion. Et donc, certaines opérations ont été décalées sur le deuxième semestre, mais aucune, à notre niveau, n'ont été annulées. Elles ont été toutes confirmées, et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, moi, je vais donner un chiffre, parce que c'est toujours intéressant de se focaliser sur quelques chiffres. On a, nous, Amundi, en tant qu'opérateur, donc on représente bien entendu une part importante du marché, donc je veux dire, il faudrait peut-être presque extrapoler, mais déjà, les chiffres que je vais vous donner sont déjà éloquents. On a réalisé 28 opérations d'actionnaires salariés à dimension internationale en 2020, qui représentent globalement 2,5 milliards de capitaux levés, donc de fonds propres réinvestis dans l'entreprise, pour le compte de 500 000 épargnants salariés. Alors, c'est un peu moins qu'en 2019, certes. En 2019, on avait fait 41 opérations pour 2,9 milliards d'euros d'actionnaires salariés, mais ça montre néanmoins qu'en période de crise violente, je vous rappelle qu'on a tous été confinés, donc c'était extrêmement perturbant pour les émetteurs, plus l'évolution des bourses, y compris pour les entreprises non cotées qui n'avaient pas forcément de visibilité sur leur modèle économique et sur la valorisation de leur modèle. On a eu un taux de participation des salariés, et Benoît de Ruffray le disait, exceptionnel en 2020. Alors, est-ce que ça va s'arrêter ou pas ? Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Je dirais, ce qu'on observe, nous, dans les semaines, les mois à venir, c'est beaucoup, effectivement, d'opérations, beaucoup d'émetteurs. On parle beaucoup Xavier Fontanier disait qu'il y avait une concentration essentiellement sur les grandes entreprises, mais c'est de moins en moins vrai, parce qu'on voit de plus en plus des entreprises de taille intermédiaire, voire des PME, se manifester dans l'idée d'associer les salariés à la performance économique de l'entreprise. Et je pense que ça fait partie des éléments moteurs que l'on commence à rencontrer. Alors certes, on se réjouit des mesures qui ont été prises dans le cadre du PLF. Faut être clair, c'est vraiment des très bonnes mesures. On espère que la période de 2 ans sera étendue à une durée indéterminée. Pour autant, sur la suppression du forfait social visant l'abondement fléché vers l'actionnaire salarié. Mais les mesures sont très bonnes et sachez en tout cas que c'est un très bon signal qui a été donné pour les entreprises et que nous sommes, nous, Amundi, très sollicités pour accompagner un certain nombre de nouveaux émetteurs pour la mise en place d'opérations d'actionnaire salarié, aussi bien dans les entreprises cotées que dans les entreprises non cotées. Donc, on est dans une dynamique qui ne va pas se démentir. Pour autant, on est tous d'accord que les entreprises auront besoin, dans le cadre de cette crise, probablement de renforcer l'adhésion des salariés, d'aller chercher un certain nombre des fonds propres supplémentaires et probablement aussi je dirais, d'utiliser cette boîte à outils qui est l'actionnaire salarié pour devenir un ancrage des valeurs de l'entreprise et probablement de la raison d'être. Puisqu'on voit bien à quel point l'actionnaire salarié est un moteur d'adhésion
dans l'entreprise. Alors, je pense qu'Eiffage est un exemple exceptionnel, avec des taux de participation des salariés au capital très élevés. Mais un certain nombre d'entreprises aujourd'hui ont compris que si elles voulaient associer davantage les salariés dans les efforts, il fallait probablement passer par l'action des salariés. Et donc, je suis d'accord que face, je dirais, à des résultats 2020 qui vont être compliqués pour les entreprises et les émetteurs, les entreprises vont être face à un choix. C'est-à-dire que les flux de participation et ou d'intéressement vont baisser significativement. Notre estimation, c'est qu'ils vont baisser de l'ordre de 20%, ce qui est significatif, sachant que ça fait partie du package de rémunération des salariés en éléments extrasalariaux. Et l'action des salariés peut être un élément compensatoire pour prendre date à la performance future de l'entreprise dans cette phase malheureuse de contre-cycle liée à la crise Covid. Donc, il y a vraiment un intérêt fort de positionner positivement l'action des salariés dans les années à venir, qui plus est en 2021, pour venir compenser quelque part le manque à gagner pour le salarié, puisque si les flux de participation et d'intéressement baissent, il y a un manque à gagner in fine pour le salarié. Mais le fait de pouvoir l'inscrire dans une dynamique nouvelle à travers l'association à la performance de l'entreprise, qui bien entendu ne s'inscrit pas dans un temps court, parce que je tiens à rappeler, et c'est vrai qu'on ne le dit pas suffisamment souvent, un salarié qui est actionnaire de son entreprise garde en moyenne 13 ans les titres de son entreprise dans le cadre de son plan d'épargne. 13 ans. Hein. Donc c'est énorme. Donc ça prouve bien, il pourrait mécaniquement sortir au-delà de 5 ans, hein, parce que c'est une échéance quinquennale, mais il reste 13 ans. Hein. Donc c'est quand même, ça montre à quel point il croit dans son entreprise et il n'est pas là pour faire un coup boursier, un coup financier, et qu'il se projette bien dans l'association de la performance et probablement qu'il projette ce capital comme un outil d'épargne retraite, on peut l'imaginer, dans une échéance beaucoup plus lointaine. Donc, ce sont des éléments extrêmement favorables et sur lesquels on a, nous, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une vraie dynamique. Les entreprises qui font d'actionnaires salariés n'ont pas besoin de réexpliquer chaque année aux salariés comment ça fonctionne. Il y a vraiment une appétence, c'est dans l'ADN des entreprises qui opèrent. Et c'est vrai que autant Laurent et Jean-Noël Barrot, vous avez ouvert la porte de l'épargne retraite. Je pense, effectivement, il y a des peut-être petits réglages techniques, il y a des quick wins à aller chercher dans le cadre de la situation post-Covid. C'est comment, quelque part, proposer aux salariés, dans le cadre de la magnifique enveloppe qui est le PER, plan d'épargne retraite, mettre une fraction des FCPE d'actionnaires salariés d'entreprise, puisque finalement, le rendement du dividende peut contribuer à faire une sorte de rente financière à l'échéance lors du départ à la retraite. Hein. Et c'est un bon complément de revenus dont auront besoin les salariés. Alors, toute proportion gardée, jusqu'alors, on peut en mettre 10%, mais si déjà on pouvait en mettre 10% dans une gestion, une allocation pilotée à 20 ans, avec un rendement moyen aujourd'hui de l'ordre de 3-4%, on est sur des rendements qui peuvent être très intéressants pour la constitution d'un capital supplémentaire pour le salarié au moment du départ à la retraite. Voilà, donc les planètes sont vraiment alignées entre les actionnaires, les dirigeants et les salariés pour développer l'action salarié. Donc, moi, je dirais, on est tous extrêmement ravis de pouvoir parler d'action salariée parce que c'est vraiment l'outil d'association des salariés à la performance. Et probablement, quand on parle du partage du profit, l'action salariée contribue largement aux salariés à ce sentiment d'appartenance dans l'entreprise, de communication financière. Et moi, je suis toujours impressionné lorsqu'on accompagne nos entreprises clientes, c'est de voir à quel point, je dirais, il y a une cohésion d'ensemble entre les dirigeants et les salariés à expliquer l'histoire d'entreprise, expliquer le business de l'entreprise, expliquer comment va se développer l'entreprise, expliquer aussi les moments durs de l'entreprise. Parce que il peut y avoir des moments de développement, puis il peut y avoir des moments de contraction. Et on l'a vu sur un certain nombre d'entreprises de nos côtés, notamment, qui ont dû réduire la voilure pour la période actuelle, et les salariés sont très solidaires de la situation. Ce qui est beaucoup plus facile, bien entendu, lorsque vous êtes dans une entreprise sur laquelle vous n'êtes absolument pas associé à la difficulté et à la compréhension de l'entreprise.
Bien, merci Xavier, c'était très intéressant et surtout les chiffres que vous nous avez cités sont assez éloquents. 28 opérations, 500 000 épargnants, on sent qu'il y a vraiment de la masse. Par contre, la valorisation, c'est 2,5 milliards. Donc, ça veut dire qu'on ne capte que quelques pourcents des 100 milliards qui ont été thésaurisés pendant cette année. Donc, il faut d'autres moteurs. Et ces moteurs, on en a cité un que vous avez repris, qui peut être l'épargne retraite, parce qu'il faut absolument que cet actionnariat salarié serve pour la retraite. Et j'ai peut-être une proposition à vous faire. La FAS maintient depuis une vingtaine d'années un indice qui est l'indice Euronext FAS IAS, qui donc atteint maintenant l'âge de la majorité, mais qui sert assez peu, à part notre communication, et montrer que, par exemple, sur les 7 dernières années, il a doublé la performance du CAC 40, ce qui est quand même significatif, et qui rejoint les conclusions qui ont été données dans les interventions précédentes. Ça montre que la performance des entreprises qui font l'actionnariat salarié est meilleure. On avait construit un ETF il y a une dizaine d'années avec la Banque Palatine pour répliquer l'indice, mais malheureusement, il n'a pas collecté suffisamment de souscriptions pour se maintenir. Et donc, cet indice, il reste un peu orphelin et on souhaiterait qu'il puisse être utilisé, et ça pourrait être tout à fait dans l'épargne retraite, pour benchmarker des fonds qui créeraient un nouveau moteur pour l'actionnariat salarié. Des fonds d'épargne retraite seraient les bienvenus, plutôt que de financer Keolis ou une entreprise dans le futur avec un fonds d'épargne retraite venant du Canada. On pourrait tout à fait financer nos sociétés avec des fonds d'épargne retraite très fortement dotés qui supprimeraient le double risque sur le salaire et sur le patrimoine financier des salariés et qui permettraient de développer les entreprises et d'augmenter leurs fonds propres, ce que ne fait pas forcément l'opération de capital réservée aux salariés, parce que très souvent, on brûle des actions pour éviter l'effet de dilution. Là, on pourrait aller chercher des actions de marché avec de l'épargne retraite et augmenter les fonds propres des entreprises. On pourrait éviter l'effet relatif. L'État pourrait aussi jouer un rôle en se désengageant du capital de certaines entreprises, comme il a tenté de le faire il y a quelque temps, mais seule la Française des Jeux en a bénéficié, et pourrait contribuer à l'amorçage de ce dispositif. Et le produit qui serait développé devra assurer aussi les aspects gouvernance qui ont été évoqués, qui sont très importants. Il est bien entendu que, puisqu'il y a un enjeu de pouvoir, comme on disait tout à l'heure, il faut que la gouvernance du fonds crée une certaine étanchéité entre les entreprises qui seraient à l'intérieur de ce fonds, et que la personne qui voterait avec les actions d'une société soit bien la personne qui soit déléguée par la société, un représentant, peut-être le représentant du fonds d'actionnariat salarié de la société, et qu'il ne vote qu'avec les actions qui sont contenues dans ce fonds mutualisé de la société qu'il représente. Et ainsi, on cloisonne la gouvernance et on évite le mélange des genres qui ne serait sûrement pas admis par les entreprises. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous proposer, et c'est ce que vos présentations ont éveillé en moi comme idée. Et je pense que ce second moteur de l'actionnariat salarié, il faut le créer. L'actionnariat salarié, depuis De Gaulle, a acquis une maturité et il a encore besoin de se développer. Il a besoin d'avoir une croissance beaucoup plus forte, et il lui faut d'autres outils que les FCPE classiques d'actionnariat salarié. Et donc, créer une retraite par capitalisation sur la base de l'actionnariat salarié serait une très bonne chose. Alors, il faudra probablement le nommer autrement pour ne pas effrayer certaines personnes qui sont un peu effarouchables quand on parle de capital, mais c'est certainement un axe vers lequel il faut se tourner, et se tourner rapidement, si on veut permettre à nos entreprises de sortir plus rapidement de la crise, renforcées par cette manne. 100 milliards, c'est colossal, et il faut aller les chercher. Voilà, je vous remercie pour cette participation. Je vais laisser à Loïc le mot de la fin en tant que président de la FAS. Loïc, si tu as un petit mot de conclusion sur cette table ronde.
Oui, tout à fait. Je remercie tous les participants. Et pour vous dire, donc, comme vous savez, que la FAS est très engagée sur tous ces sujets-là, avec une vision de long terme, de très long terme. Nous avons, dès 2017, effectivement, lors de la remise, de la cérémonie de remise des Grands Prix de la FAS, Bruno Le Maire était notre invité, et Bruno Le Maire s'est saisi de cet objectif de long terme qui est l'atteinte des 10% du capital détenu par les salariés au sein des entreprises françaises. Et il est intéressant de voir que cette idée, cet objectif, ce cap, petit à petit, je dirais, fait son chemin. Récemment, lorsque, en novembre dernier, dans le cadre de la loi de finances, le gouvernement a annoncé cette suppression du forfait social sur l'abondement lié à l'actionnariat salarié, j'ai eu un grand plaisir à voir effectivement, pour la première fois dans un communiqué officiel du ministère de l'économie et des finances, cet objectif de 10% apparaître. Et je pense que si nous y arrivions sur le long terme, au niveau français, mais sans doute aussi au niveau européen, c'est ce qui ferait, je dirais, véritablement la force aussi de l'Europe, peut-être par rapport à d'autres continents. Eh bien, si nous y arrivions, je pense que fondamentalement, je dirais, la société et le rapport entre les rapports de force entre capital et travail seraient fondamentalement changés. La cohésion au niveau des entreprises, la motivation qu'engendrerait, je dirais, cette nouvelle donne, ce nouveau paradigme quelque part serait absolument, je dirais, un objectif, enfin, serait très important. Voilà. Et donc, je pense que cet objectif-là, ça me fait plaisir de l'avoir entendu dans la bouche de plusieurs d'entre vous aujourd'hui. Ne le perdons pas de vue et voyons comment, techniquement, mais aussi sur la philosophie, sur le fond, comment nous pouvons avancer pour atteindre cet objectif. Voilà ce que serait ma conclusion, qui serait une ouverture. Et je remercie à nouveau tous ceux d'entre vous qui ont participé. Et je vous souhaite, je dirais, de rester en bonne santé dans ce contexte de la pandémie. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée également.